Moi, là, je vais terminer la formation. Là, je n'ai même pas l'ordinateur. Il n'arrive même pas à nous donner notre argent, nos bourses pour que nous-mêmes, on achète les ordinateurs. Mais partagez nous-mêmes ça. Sur 295 stagiaires là-bas, je ne sais même pas, il n'y a même pas un qui est représenté là-bas. On a abandonné. C'était pour ça que je suis montée. C'était pour dire que même si nous, le TIC de Mkok, vous refusez de nous donner nos 11 mois de bourse, mais donnez-nous au moins les ordinateurs. mais c'est quand même grave. Hein. C'est-à-dire que, maman, tu vas faire quoi avec l'ordinateur? Là où tu es chez toi là-bas, tu as le courant. Non, mais l'ordinateur, quand même, pour travailler, la formation, c'était 80% théorie, 80% pratique, 20% de théorie. Je vous assure que moi, je sais faire un programme que sur la théorie, en fait. Je connais qu'écrire les algorithmes. Je ne connais pas faire des programmes parce que je n'ai pas d'ordinateur, en fait. C'est ça, en fait. À quel moment? Nous tous, on ne veut pas aller travailler à la fonction publique. C'est une formation professionnelle. Nous voulons devenir des entrepreneurs de demain. Mais si on ne nous valorise pas, la dernière fois, on nous a gazés à la NBG là-bas. Parce que nous sommes allés chercher nos 11 mois. Demander à la dame là, à la directrice que, mais il y a quel problème? Nous, on finit la formation en décembre. Nous, on veut notre argent, on veut payer nos ordinateurs. C'est pas facile pour nous. Voilà maintenant. C'est ça, oh. Maman. Vous avez voté Oligio? Non, moi, je n'ai pas voté. Moi, je n'ai pas voté. Moi, je n'ai pas voté. Olivier est là pour 7 ans. Oh. Vous allez faire comment? C'est vraiment dommage, en fait. C'est vraiment dommage. Un pays là où nous tous, on ne peut pas devenir des militaires. Moi, je ne vais pas devenir militaire. Moi, je fais ma formation, c'est pour devenir moi-même entrepreneur. Mais l'État ne nous accompagne pas. 11 mois sans bourse. Moi, je vous dis que j'ai des collègues qui sont à l'internat là-bas. Là-bas, la vie, c'est dur. C'est dur. Qui quitte en province. 11 mois sans bourse, vous vous rendez compte. Moi, je fais la navette au vin d'Ongkok tous les matins. Je suis à près de 4000 taxis seulement. On a déjà perdu 2 de nos collègues sur la route là. La route de Sassa là. C'est incroyable. Mais toi, tu vis où? Tu as des parents à Libreville? Oui, moi, je vis au vin d'eau parce que bon, moi, j'ai ma famille. Les autres qui sont à l'internat là-bas, c'est pas facile la vie là-bas. Il n'y a pas d'eau potable. Ils ont fait déjà 8 mois sans courant. Mon Dieu! Vous débrouillez même à prendre le taxi tous les jours, en fait. Donc, c'est ça. Donc, on vous a gazé. Oh, pardon. J'ai même 2 collègues qui ont dormi en cellule le matin. Ils sont venus les enlever là-bas qu'on cachette parce qu'ils avaient les tenues, en fait. On ne peut pas, les stagiaires en tenue ne peuvent pas dormir dans la cellule, en fait. J'ai demandé déjà pardon au petit vers 4 heures, que pardonnez-nous, machin et tout. Mais ça n'a pas de sens. Pardonnez-vous comment? Donc, ils ont demandé au petit pardon de les avoir arrêtés. Les avoir mis en cellule, en fait. Parce que normalement, nous, on a fait une grève pacifique, en fait. Et on était en tenue. Donc, quand ils sont venus, là, ils nous ont gazés. Donc, ceux qui sont tombés là avec la lacrymogène dans les narines, on les a mis dans les voitures, ils sont partis dormir en cellule. Donc, maman, tout ça seulement parce que vous revendiquez vos bourses. Bien sûr. On n'avait même pas cassé. Oh. Nous sommes allés faire une grève pacifique. Le truc, c'est qu'on veut même voir la directrice. Elle ne nous reçoit parce que là où on commence à faire le bruit, vraiment bloque l'entrée de l'ANBG. Ils ont envoyé les gars là. C'était chaud à Ouloumi là-bas. Il y a eu les vidéos, non? C'était nous. Ils ont attrapé 4. Ils ont dormi en cellule. Bonjour. Vers 4 heures du matin, il paraît qu'il y a une dame qui est venue les faire sortir. Que, oh non, pardonnez-nous nos enfants. Vous avez mangé. Machin et tout. Okay. Oh. Oh non, pas besoin de parler, machin. Et chaud du Gabon. Moi, tu penses que, princesse, bonjour. Tu peux pas me faire ça? Moi, je monte là, je suis chaude. Vas-y, ma chérie. Vas-y, mon bébé. Moi, je monte. Je suis chaude. Si tu veux parler par la table, tu sais qu'on est dans le même camp, non? On est dans le camp de la vérité. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que quand Oligui avait fait son discours du 4 septembre, là, c'est-à-dire que, on dit que le second nom de Dieu, c'est le temps, non? Au fil du temps, l'imposture de tout un chacun se révèle. Si vous retournez au 30 août 2023, vous prenez chaque événement de ce moment-là et ce qui se passe aujourd'hui, vous allez poser la question, vous allez trouver la réponse. Quand Oligui a fait son discours devant les gens, le 4 septembre, quand il prêtait son serment, l'hypocrite là, il avait dit, il s'est vanté que lui, il était étudiant en Mbaya, c'était un baïste et tout et tout. Les gens l'ont applaudi, il était un baïste. Jusqu'à pendant la campagne d'avril là, on a même vu des anciens étudiants de Massoukou former des groupes de soutien d'Oligui. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les anciens étudiants du lycée d'État de Port-Gentil ont formé un groupe de soutien
à Oligui, soit disant parce qu'il est passé par le lycée d'État de Port-Gentil, soit disant parce qu'il est passé par Massoukou. On a vu des pères de famille. Moi, j'ai même reconnu mes aînés de mon collège former des groupes de soutien à Oligui parce que quoi, c'est un ancien bailliste dans l'association des anciens baillistes. Mais quand on te raconte que Oligui va inaugurer un manège, comme il est devenu un forain, Oligui va inaugurer un manège pendant que les étudiants de Mbaya sont en grève à côté. Alors que quand la logique veut que quand tu finis de faire un discours comme ça là, c'est que toi-même à titre personnel, tu devais te dire que moi je suis un ancien bailliste. Mbaya, vraiment, c'est l'université même que je vais prendre pour en faire l'université modèle du Gabon. Mais là, quand vous voyez le comportement d'Oligui, comme Princesse disait tout à l'heure, mais ça c'est encore la preuve qu'Oligui n'a jamais mis pied en Mbaya. C'est-à-dire qu'il était inscrit en Mbaya, comme il y a eu quelqu'un qui allait faire la comédie, il a sorti la liste des étudiants de Mbaya, il a montré son nom, oui, le président était bien en Mbaya, mais c'est pas parce qu'il était inscrit en Mbaya qu'il a fait Mbaya. Voilà, non mais Alta, faut arrêter de dire ça. Parce que les gars de Mbaya, c'est des scientifiques. Hein. Et les scientifiques, on ne peut pas dissocier un scientifique de la logique. Les gars, c'est des gars logiques. C'est nous les littéraires, là, on bavade beaucoup. Les gars, ils bavardent pas beaucoup, mais ils sont logiques. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez un soupçon de logique dans tout ce qu'Oligui fait? Rien, il n'y a pas. Sucré salé, vas-y, parce que je vais prendre les transports, je vais réunion et je vais revenir. Parce que tu as dit qu'on est là jusqu'au soir, non? Non, allons-y là-bas. On a déjà fait la nourriture à nos shogas parce qu'on est là jusqu'au soir, on doit parler. Allons-y. On doit avoir le déplacer là pendant 2 heures. On revient au soir. Moi, je manque là. Hein, parce que je n'ai rien contre la soeur, la fille, je n'ai rien contre quoi. Tu es une soeur gabonaise. Mais moi, c'est que moi, j'aimerais aujourd'hui. Parce que, comme on dit, il est trop tard. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Moi, ce que j'aimerais, quand on fait les lives, quand Princesse fait les lives, que les gens viennent écrire en bas que vous faites le bruit, vous êtes à l'étranger, pardon. Venez écrire, venez mettre la pression à ceux qui écrivent les commentaires là. Mettez la pression. Parce que il est trop tard, il ne sera jamais trop tard. Quand on vous a dit, quand votre patron là a pris le pouvoir, vous avez tout sué. Pour tous les étudiants là, vous étiez, en fait, c'est comme si on vous avait lavé le cerveau. Comme si on vous a promis. Mais à un moment donné, comme a dit Princesse tout à l'heure, quelqu'un qui fait des sciences, c'est quelqu'un d'exact. On ne peut jamais lui dire que 1 plus 1 égale à 3. Soyons clairs. C'est les littéraires qui sont toujours en train de tergiverser. Vous êtes en train de dire que non, si il a dit là, c'est parce qu'il avait pensé que le poisson pouvait être une femelle un jour. Mais un mathématicien ou bien un comptable ne va pas te dire que 2500 plus 2500 est égal à 6000. Jamais. Sauf s'il va rajouter les bananes. Hein? Mais même là, il va te dire qu'avant d'aller rajouter les bananes, il faut qu'on les achète d'abord. Donc, tout ce que moi, je vais vous dire aujourd'hui là, quand les gens de la diaspora font les directs en votre faveur, de grâce, venez soutenir. Parce que moi, je sais que le fils d'Oligui ne va jamais faire un direct, ne va jamais venir commenter sur un live de Princesse pour dire que tu fais le bruit. Mais l'amour sucré salé, beaucoup ne savent pas, c'est que les enfants d'Oligui, ils n'ont pas de problème de bourse. Hein. Ils n'ont pas de problème de bourse. Et je vous dis souvent, je vous cite souvent le nom de un de ses enfants, Brandon. Quand Oligui est venu au pouvoir, Brandon ne travaillait pas. Il est en train de se pavaner partout. Quand Oligui a pris le pouvoir, il a directement parachuté. Brandon, colonel de douane, c'est-à-dire que les autres commencent même à avoir un peu, ils montent les grades, directement, colonel ou commandant, je ne sais pas, de douane. Et c'est le gars qui gère, donc, le gars il gère la douane, il n'a pas les problèmes de ordinateur. Il n'a pas les problèmes d'ordinateur, il n'a pas les problèmes de bourse. Et tous les enfants d'Oligui, c'est la même chose. Ces enfants apprennent aux États-Unis, ces enfants apprennent ici en France. Il ne parle pas de ces enfants que... Maman, dans les écoles là. Il ne dit pas à ses enfants que, comme le pays est, comment on appelle ça, on n'a pas d'argent, l'argent qu'on dépense pour vous faire apprendre aux États-Unis, pour vous acheter les maisons aux États-Unis, là, revenez d'abord, on va nous tous ici, là, se serrer la ceinture pour permettre à tout le monde de manger un peu. Il ne dit pas ça. Hein. Sa femme Anouchka là, elle n'a pas accouché à Jeanne Ebory. Hein. Elle n'a pas accouché à la maternité Jeanne Ebory. Hein. Elle a accouché ici en France. Elle a fait la fin de sa grossesse ici en France. Elle n'a pas les problèmes que nos mamans gabonaises ou bien nos soeurs gabonaises, nos petites soeurs, nos grandes soeurs qui sont au Gabon là-bas ont. Qu'on séquestre les gens parce qu'elle n'a pas payé une facture de 500 000 pour accoucher.
Alors que des pays comme le Gabon, on devait avoir la gratuité de l'accouchement sur toute l'étendue du territoire. On ne peut pas séquestrer une maman sous prétexte qu'elle n'a pas payé une facture de 1 million. Même la facture, on te dit 1 million là, pour quel service? Pour quelle prestation? L'accouchement au Gabon, moi je me souviens même qu'à l'époque d'Ali Kali Bongo, c'est le démon là. Il y avait des trousseaux qui étaient offerts dans les hôpitaux là. Quand tu accouches, on te donne un paquet comme ça, on te dit que voilà, ça c'est pour l'accouchement. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, à l'époque de vous voyez ça, quelqu'un qui est soi-disant venu pour libérer les Gabonais, il va mettre le budget de l'État à 7 000 milliards. Il ne nous explique pas ce qu'il a fait exactement de 4 000 milliards entre 2023 et 2024 et de 4 000 milliards entre 2024 et 2025. Il va sauter direct 7 000 milliards 2025-2026. Qu'est-ce qu'il a fait de 8 000 milliards? Il a dit ça, il a fait la campagne pour dire que j'ai payé toutes les dettes du Gabon, j'ai payé tout quoi du Gabon, tout est revenu à zéro, on ne doit plus personne, on ne doit plus le FMI, on ne doit plus personne, nous avons épongé toutes les dettes. Oligui a dit ça, vrai ou faux? Il a dit ça, maman. Il a dit ça. Maintenant, je dis pourquoi vous payez les bourses? Il dit que non, nous n'avons pas d'argent, nous avons des dettes. Mais il parle de quelle dette? Puisque Maïs Moussi et lui sont venus nous expliquer que, les autres qui étaient là, on avait une dette abyssale. Aujourd'hui, nous avons épongé la dette. Mais son ministre tout puissant, comment on l'appelle, Henri-Claude Oyima, vient nous dire que la dette intérieure est à 7 000 milliards. Vous avez une dette de 7 000 milliards, vous prenez un budget de 7 000 milliards. Moi, je ne maîtrise pas la dette, hein. Mais vous nous avez dit, sur la base de ce que vous avez dit, vous avez dit que vous avez payé toutes les dettes du Gabon. Donc aujourd'hui... Effectivement. Il a dit ça. Vas-y. Oui. Allô? Est-ce que Il avait dit... Non, mais Dieu aime. Il y a quelqu'un qui parle. Parce que nous sommes intervenus. Et il y a Mwanga avant. C'est Esther. Oui, je sais. Il est parti changer le nom, hein. Ah, il y a Thibaut qui est là. Attendez, il y a Thibaut qui est là. Nous, on n'a pas fait l'école. Nous, on veut juste intervenir. Moi, je vais intervenir par rapport à la sœur. Mwanga, lui, va parler. Moi, je vais intervenir moi, je veux dire à certains de nos sœurs ou frères gabonais qui sont au Gabon, parce que ce sont les mêmes qui insultent les princesses, ce sont les mêmes quand ils disent des vérités par rapport à notre pays. Aujourd'hui, vous venez, vous montez quand même sur le panel pour dire que voilà la situation qu'on vit au Gabon. Mais dites d'abord, princesse, ce que tu dis, ou Phoenix, ce que tu dis, ou Mwanga, ce que tu dis, ou Baïti, ce que tu dis, c'est la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, ce que nous vivons, ce n'est que l'égalité de ce que vous nous avez prêché depuis. Mais on ne vient pas d'abord dire ça, merci. Malgré tout ce qu'on dit sur vous. Mais vraiment, vous ne prêchez pas le désert. Je vais prendre un exemple simple. Pendant les élections législatives, les princesses ont pris ils ont pris les panels rien que pour sensibiliser. On va pas aller même à la présidentielle, c'est même long. On va seulement aller dans les législatives. Ils ont prêché. Moi, je dis prêcher, hein, parce que personne n'écoute. Parce que quand on prêche ici, quand même, il y a des gens qui... Mais oui, mais attends, vous n'allez pas parler, vous n'allez pas... Ça, c'est prêcher puisque personne n'écoute. Vous avez prêché dans le désert puisque les gens n'ont pas écouté. Vous avez prêché pour faire en sorte que les gens essaient d'ouvrir ne fût-ce qu'un peu l'intelligence. C'est-à-dire que même ces étudiants qui sont en Maya, qui sont partout, qui ont la tête sur les épaules, les intellectuels, hein, ce sont les mêmes qui sont partis voter n'importe qui, sans projet de société, pour ne fût-ce que défendre comment on les appelle, les étudiants à l'Assemblée là-bas. Ils sont allés voter des projets ils sont allés voter parce qu'on a dit, bon, lui, il est avec, par exemple, le président. Ils n'ont pas voté le projet des sociétés. Hein. Ce n'est pas le projet qu'ils sont allés voter. Ils sont allés voter parce qu'on a dit, bon, lui là, il est dans le parti de tel. Il faut qu'on aille voter. C'est juste ça. En fait, j'ai trop mal à la tête. Phoenix a raison de dire que ce n'est que le début. Vous allez pleurer. Vous n'avez pas encore pleuré. Parce que même quand ces gens viennent faire la campagne, on doit les imposer que nous, on ne vous vote pas si on n'a pas encore vu de l'eau chez nous. Mais vous allez quand même voter. Vous imposez. Depuis combien des années nous sommes dans la situation où on nous dit tous les jours qu'on va mettre de l'eau. On vient, on leur donne le pouvoir. Et après, maintenant, pour mettre de l'eau, ils ne mettent pas de l'eau. Mais aujourd'hui, quand même, vous devez dire que non, les zones là ne vont pas sortir tant qu'on n'a pas vu de l'eau chez nous, on n'a pas vu le courant. À un moment donné, il faut être comme ça pour qu'on arrive à des situations où on règle certaines situations dans notre propre pays. Ce sont des gens qui viennent juste... Aujourd'hui, vous venez vous plaindre. Vous vous plaignez même des ordinateurs. Ça, c'est même des choses qui ne devaient même pas... Ça, ce sont des dons. Au lieu de vous plaindre de savoir qu'on n'avait même pas de l'eau, le courant, les coupures ont encore repris au Gabon à un stade, on ne peut même pas parler. Mais c'est pour venir vous plaindre des ordinateurs parce que on avait besoin des ordinateurs pour des intellectuels comme vous.
Ça fait mal. Ça fait mal. Non, sincèrement, princesse, vous prêchez. Excusez-moi de dire que vous prêchez, hein, parce que si c'est aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qui ne fait que se produire. Là, les gens montent maintenant pour dire que, en fait, ils ont du mal à reconnaître que ce que vous avez dit depuis lors, jusqu'à maintenant, c'est ce qui se produit. Ils sont obligés maintenant de venir dire, oh, voilà la situation. Moi, je n'ai rien contre toi, la sœur, excuse-moi, mais c'est juste nous, on n'a pas fait l'école, mais on a quand même la tête sur les épaules. Nous, on n'est pas des littéraires. Moi, je veux vous dire la vérité, je n'ai pas un bac. Mais j'ai quand même ma tête sur les épaules. Quand je regarde quelqu'un, je dis ça là, c'est pas bon. Ma tête réfléchit, je dis non, ça là, c'est pas bon. Pourtant, moi, je n'ai pas fait l'école. Mais on vient vous prêcher, vous qui avez fait les écoles, vous qui avez fait des grandes études, des intellectuels comme vous. Mais vous ne vous asseyez pas, même ne fût-ce que les projets de société que chacun est venu vous donner à la législative là. Vous n'avez même pas regardé ça. Vous avez voté parce que c'est l'ami de tel, ou c'est parce qu'il est dans tel parti, parce que c'est mon frère, parce que c'est mon ami. C'est juste pour ça que vous êtes allé voter. Arrêtez. Vous embêtez les princesses, vous embêtez les féministes, vous embêtez les Mwanga, vous embêtez tous ceux qui défendent votre cause que vous ne reconnaissez pas qu'ils défendent votre cause. Ils se retrouvent dans des problèmes inutiles à cause de vous. Parce qu'ils ont décidé de dire qu'on doit parler pour notre pays. Apprenez quand vous montez, quand même, vous reconnaissez que ce que les autres font. Dites merci pour ce que vous dites. Ça, c'est ce que moi je veux dire à ces gens-là aujourd'hui. Parce que la manière dont ces filles-là parlent sur le panel, les princesses parlent sur le panel, on les insulte en bas. On dit tout et n'importe quoi sur eux. Les crèves la faim, vous n'avez pas où dormir, vous n'avez pas où manger, vous n'avez pas où ceci. Pendant que ceux qui disent c'est pour le bien, votre propre bien, et ils ne sont même pas au pays, hein. Ils peuvent dire qu'ils s'en foutent. Mais ils défendent notre cause, nous qui sommes même au pays. Mais apprenez à monter. Quand vous montez, dites merci. Même les étudiants de l'UOB, on vient vous mentir à cause des ordinateurs. Vous allez voter les gens à cause des ordinateurs. Vous n'avez même pas de professeurs à l'UOB. Vous voyez les conditions dans lesquelles vous vivez. Comment vous êtes à l'UOB. Mais vous allez voter parce qu'on vous dit, on va vous donner les ordinateurs. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le cerveau est renversé. Mais excuse-moi, princesse, s'il te plaît. Ça fait 1 mois. Mets-moi Modo. Ça, c'est quoi? Regarde le gars là. Si c'est Madame Debout là. Mets-moi Modo, princesse. Je ne vais pas bloquer, je vais muter. Elle va nous regarder, mais sans écrire. Parce que c'est les gens-là qui dérangent la population. C'est les gens-là qui sont en train de faire les mauvaises choses. Mets-moi Modo, s'il te plaît, princesse. Je vais les muter, ils vont nous regarder sans écrire. Parce que les écrits, là, il y a beaucoup qui sont édounkés. Même si quelqu'un a bac plus 60, hein, mais il est influençable. Il y a beaucoup là qui ont fait du suivisme hein, pendant les élections. On ne va pas se le mentir. Comme a dit la soeur tout à l'heure là que, parce que c'est l'ami de X, parce qu'on ne va pas comprendre comment quelqu'un habite à Kingele, il va voter à Ovendo. Ou bien il va voter à Kanda. Je suis désolé. Il n'y a pas des gens qui ont les maisons secondaires ou les maisons principales au Gabon. Mets-moi Modo, s'il te plaît, je te les mute tous. Mais comme ça. Qui est Modo depuis? Ah bon? Mais bien sûr. Attends. Il y a Thibaut qui est là. Il va nous parler de l'histoire de Ankama, l'histoire des gangsters qu'il y a au sommet de l'État. Et puis après, on va revenir sur la question des conditions des étudiants au Gabon. Thibaut, tu as la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc, bonjour à tout le monde. Moi, je suis un peu dépassé. Je suis pas surpris, mais je suis étonné que les Gabonais soient surpris de ce qu'Oligui est en train de faire. Depuis le début, j'ai expliqué. Je ne cesse de le dire. S'il y a quelqu'un qui connaît Oligui, c'est moi. Je connais très bien Oligui. Je l'ai côtoyé. On a été amis. Depuis l'école, depuis le collège jusqu'à aujourd'hui. Avant je ne coupe les liens, on a été amis. Mais je ne comprends pas. Comment des Gabonais? Attends Thibaut, toi qui étais ami avec lui, dis-nous d'abord. Il est à l'USTM. Juste, je suis en train d'arriver. Okay. Je ne comprends pas comment des Gabonais normaux ont pu donner leur pays à Oligui que tiens gère. Jusqu'à aujourd'hui, je n'en reviens pas. C'est-à-dire, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez le type à qui vous avez donné le pays? Moi-même, je suis son propre ami. Quand il a pris le pouvoir, ces gens m'ont appelé pour venir travailler avec eux. Et ils continuent. Je leur ai dit, je ne viens pas. Je ne viens pas venir. Je ne cherche pas un poste. Je ne cherche pas l'argent. Je ne cherche rien. Je n'attends rien d'Oligui. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Je continue à le dire. C'est un ami. Si je voulais, je l'appelais. Je venais, j'occupais un poste, peu importe lequel. Peut-être j'aurais même choisi. Mais j'ai dit, je ne le fais pas. Non seulement je ne le fais pas par probité intellectuelle et morale. Donc, ça c'est pas le genre-là qui va conduire votre pays vers quoi que ce soit. Mais attendez-vous à ce qui vous détruise le pays. Il faut vous attendre à ce qui vous détruise le pays. C'est un bras cassé. Il ne sait rien faire. Toute sa vie, il a été poussé. Je ne sais même pas s'il s'écrit son nom. Je ne sais pas. Mais je suis étonné. Regardez tous ses amis. Il a donné des postes à tous ses amis. Il donne de l'argent à tous ses amis. En fait, le pays est devenu son pays.
Aujourd'hui, vous parlez de Lucamar, mais il y a un que vous ne connaissez pas. Lucamar, c'est le Lucamar en Kama. Et Lucamar en Kama et Oligui, c'est le frère, leurs mamans sont des sœurs. Lucamar et Oligui, leurs mamans sont des sœurs. Donc, et à part Lucamar, il y a l'autre Ankama, qui s'appelle Nis Ankama, qui est le cuisinier d'Oligui. C'est le frère de Lucamar. Il s'appelle Nis Ankama. Vous n'entendrez pas parler de lui. Il est à la sécurité pénitentiaire. On l'a pris, on l'a mis à la GR. On en a fait un officier qui est devenu cuisinier d'Oligui. Il s'appelle Nis Ankama. Il est aussi là-dedans. Ce sont ses parents. Vous voyez l'entourage d'Oligui là. Tout l'entourage d'Oligui. Il n'y a que sa famille. Il n'y a aucun étranger là-dedans. Il n'y a aucun étranger. Mais je me demande comment les Gabonais font. C'est que je suis là, je ris. Je regarde vos panels, je regarde vos TikTok, je regarde les Facebook, je ris. J'ai dit, mais ils ne sont pas encore arrivés au niveau où ils vont prendre conscience. Au fur et à mesure qu'on avance, certains prennent conscience, d'autres pas. Mais quand vous regardez, Lucamar Ankama, c'était programmé depuis. Je me demande même comment ce gars a fait pour devenir lieutenant-colonel. Bon, il existe un truc que je vais peut-être dire aux gens qui seront surpris. Ngoni, je l'ai toujours dit, c'est le seul département dans le Gabon qui n'a aucune école militaire, mais dont sortent la quasi-totalité des officiers supérieurs. Vous avez des colonels, vous avez d'abord des officiers de troupes, des soldats de troupes, vous avez des officiers supérieurs, dont des lieutenants, des capitaines, des colonels, etc. Comment vous pouvez comprendre, concevoir que dans un pays comme le Gabon, avec une multitude d'ethnies, il n'y a que les gens de Ngoni qui sont en haut. Ngoni à lui seul, c'est plus de 20 directeurs généraux. Je dis seulement Ngoni seulement, c'est plus de 20 directeurs généraux pendant que les Ebungés sont là, applaudissent la connerie et la bêtise. Regardez, je peux vous citer tous ces directeurs généraux. Ngoni, c'est des officiers, c'est des généraux. Il y en a tellement, je peux vous citer les noms. Je les connais, j'ai Ngoni et j'ai de la famille Ngoni. Mais comment des Gabonais sensés ne peuvent pas d'abord chercher à comprendre ce qui se passe dans leur pays, aller supporter un individu sur la base des mensonges qu'il vient vous donner. C'est pour ça que je l'ai baptisé Oligui Nguema Mantouan, parce que je vois tous ces mensonges. Je connais. C'est pour ça qu'ils ont supprimé mon TikTok. J'ai dû créer celui-là, parce que ils savent que ce que j'ai dit est très pertinent, et ils savent que je les touche. Bon, maintenant on va revenir d'abord, on va aller sur l'affaire de Lucamar Ankama. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé, c'est quoi? Beaucoup ne le savent pas. C'est-à-dire, il y a un Chinois qui s'appelle Wang. Et souvenez-vous, ce Chinois était impliqué dans l'affaire du Kevazingo. Pour ceux qui ont la bonne mémoire, ils vont se souvenir qu'ils ont vu ce Chinois dans l'affaire du Kevazingo. Wang c'est un homme d'affaires chinois qui a prospéré dans beaucoup de choses là au Gabon. Ces milliards, il est venu les obtenir au Gabon. Et il a un autre compatriote chinois qui a obtenu une licence d'exploitation de, comment on appelle ça, des casinos. Donc, il faut bien suivre l'histoire, comment ça se passe. Donc, ils ont un autre Chinois qui a obtenu une licence d'exploitation de casinos. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Wang a dit à son compatriote chinois, moi j'ai l'argent, mais je vais exploiter ta licence de jeu et tout ça pour me faire de l'argent. En contrepartie, je vais te verser quelque chose. D'accord. Ils sont tous tombés d'accord. Wang a exploité sa licence, les choses marchaient bien, très bien même, et Wang versa à son compatriote l'argent. Il s'avère que votre type, comment il s'appelle, Princesse Ondo, là, son prénom c'est Nestor Ondo. Nestor Ondo était au courant de la chose. Vous m'entendez ou pas? On t'entend très bien. Voilà, donc Nestor Ondo était au courant du deal entre les Chinois. C'est comme ça que Nestor Ondo se rapproche de ses amis qui sont à la présidence pour dire qu'écoutez, il y a un Chinois qui s'est fait dessous avec une licence qui n'est pas la sienne. Mais comment ça? Donc ils se disent, ben non, il y a un problème. Voilà. Bon, si c'est comme ça, saisissez la justice. Il dit non, la justice c'est trop long. C'est trop long, on ne va pas obtenir ce qu'on veut et tout ça. Bon, il laisse cette piste-là. Il va maintenant vers la piste Ankama. Et il explique l'histoire Ankama et sa bande. Et c'est là où les gars décident d'aller kidnapper l'homme d'affaires chinois Wang. Et quand ils vont kidnapper Wang, ils vont le garder dans les geôles des services spéciaux. Il est là-bas, incognito. Il n'est même pas dans les registres. Il est incognito dans les geôles des services spéciaux. D'accord? Wang est détenu là-bas, etc. Plusieurs jours passent. Sa femme, sa communauté ne le voit pas. C'est comme ça que la communauté saisit l'ambassade de Chine au Gabon. Quand on a un compatriote qu'on ne retrouve pas, voilà. Ah bon, ouais, d'accord. Eux aussi saisissent les autorités.
Et quand ils saisissent cette autorité, ils leur demandent d'aller à la DGR. Ils vont à la DGR. La DGR aussi commence à prendre les choses au sérieux. Se dit, ben, là, on a affaire peut-être à quelqu'un qui a disparu, on n'a aucune trace, on n'a aucune nouvelle, on n'a rien du tout. Mais comment on fait? Donc, ils vont commencer à lancer l'enquête. Bingo! Dans les geôles de services spéciaux, Wang explique qu'il n'a que 200 millions qu'il veut donner aux agents des services spéciaux. Pour être libéré. Pour être libéré. Il dit que je n'ai que 200 millions là. Les gars disent non, 200 millions c'est peu, il faut que tu trouves plus. Wang dit ok, donnez-moi un téléphone, je vais appeler quelqu'un qui va m'apporter de l'argent. Les gars donnent le téléphone à Wang. Donc Wang prend le téléphone, parle en chinois pendant un certain temps. Les gars, ils ne comprennent rien du mandarin, ils ne comprennent rien, donc ils sont là, ils chattent tranquille. Et c'est comme ça que les gars lui disent, attends, toi tu vis au Gabon depuis des années, tu veux nous faire croire que tu ne parles pas français? Parle en français, on va écouter. Donc c'est comme ça, entre-temps, ils ne savent pas que Wang a déjà donné tout le A1 à son compatriote. Donc Wang explique maintenant à son compatriote simplement en disant, bon écoute, moi j'ai besoin d'argent, amène-moi l'argent, etc., etc. Rendez-vous est pris pour Glace, où Wang est censé aller récupérer l'argent. Entre-temps, les agents de la DGR vont dans les sont allés au service spéciaux, hein. Ils ont fouillé tous les commissariats pour savoir si Wang était détenu. Non. Tous les postes de gendarmerie pour savoir si Wang était détenu. Non plus. Ils sont allés au B2. Est-ce que vous avez un Wang ici? Non. Donc, ils sont bien allés au service spéciaux, hein. Wang ne figurait même pas. Donc, c'est carrément un kidnapping. Et là, c'est comme ça que maintenant, quand ils arrivent, ils prennent Wang. Wang, il dit, écoutez, d'accord, son compatriote lui dit, je vais t'apporter. Son compatriote aussi, c'est un autre Wang. Mais si je parle de deux Wang, ça va crier parce que l'autographe, c'est pas la même. Il y a Wang avec un H et Wang sans H. Donc, Wang, qui est détenu par les services spéciaux, explique, il dit que, bon, écoutez, il fixe rendez-vous à son compatriote pour dire, bon, on se retrouve à tel endroit, à telle heure, mais à Glace. Le rendez-vous est pris. Quand ils arrivent à Glace, maintenant, le gars, il sort de la voiture parce que les gars de la DGR se sont dit, c'est sûrement un kidnapping. Donc, ils vont tendre un guet-apens au kidnappeur en allant déposer l'argent. Wang en allant déposer de l'argent, ils vont tendre un guet-apens au kidnappeur. Et c'est comme ça que Wang arrive avec les agents de services spéciaux dans une voiture banalisée. Et l'autre Chinois arrive avec la DGR, mais la DGR a déjà fait son plan pour arrêter les gars. Donc, le Chinois descend, il s'en va seul parce que la DGR observe à distance. Eux, ils se sont cachés, ils sont planqués quelque part, mais ils observent le truc à distance pour pouvoir arrêter les gars. Quand le Chinois arrive, il voit Wang vient avec les Noirs. Il dit, attends, oh, c'est un Chinois, il fait quoi avec les Noirs? C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, il a demandé l'argent. Et c'est comme ça que les agents de la DGR voulant sortir, les gars des services spéciaux allument, déclenchent le feu, la puissance de feu. Mais les gars de la DGR sont super bien entraînés par rapport aux gars des services spéciaux. Et c'est là où je continue de prouver même ça. Parce que les gars de la DGR, les gars des services spéciaux blessent le Chinois qui était censé amener l'argent à Wang. Il est blessé. Et les gars de la DGR répliquent les deux agents des services spéciaux. Je ne sais pas si c'est deux, hein, je n'ai pas le nombre exact. Mais les agents des services spéciaux sont blessés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les gars replient. Ils montent dans la voiture et là, ils fouillent. Poursuite avec la DGR. Donc, quand ils arrivent, ils poursuivent les gars de la DGR. Les gars de la DGR poursuivent les gars des services spéciaux. Et les gars des services spéciaux, ils rentrent directement dans la démocratie et ils demandent aux gars de la guérite de fermer le portail. Mais je te dis que c'est un vrai théâtre. C'est un vrai théâtre, ce pays. Les films d'action, hein. On les films d'action au Gabon. C'est un vrai théâtre. Donc, les gars ferment. Donc, c'est comme ça maintenant que les gars de la DGR descendent et disent, mais nous, on poursuit les bandits, ils sont rentrés ici. Les gars de la guérite disent, c'est pas des bandits, chef. Ce sont nos compas, ce sont nos frères d'armes. Ce sont les gars des services spéciaux qui sont là, tout. En temps, les gars sont déjà partis dans la démocratie. Là-bas, c'est leur base arrière, là où ils font tout leur désordre. Donc, c'est comme ça maintenant que les gars de la gendarmerie rendent compte à Baraswaga. Et je crois que Baraswaga et Oligui étaient allés visiter la cité non ou quelque chose comme ça, quelque part, non loin à Glace aussi, parce qu'ils ont entendu les coups de feu. Oligui a entendu les coups de feu. Baraswaga, tous ceux qui étaient là ont entendu les coups de feu. Donc, Baraswaga, les gars de la DGR, puisque c'est le service de renseignement de la gendarmerie, remontent l'information jusqu'à Baraswaga, et Baraswaga explique à Oligui, puisqu'ils étaient ensemble, Oligui donne l'ordre à Balekitra, un ordre verbal, en disant, écoutez, il faut me le suspendre, il faut suspendre Lucama Rankama pour 45 jours. C'est un ordre verbal, c'est pas écrit. C'est son frère. Donc,
il faut suspendre Lucas Marankama. Non, mais aussi simplement, c'est-à-dire que c'est tellement banalisé, quoi. C'est tellement banalisé qu'on dit que, bah, écoutez, il faut le sanctionner pendant 45 jours. Mais je suis en train d'arriver, Donc, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que maintenant, quand ils arrivent, ils rentrent dans le portail, boum. Donc, les services de renseignement, les gars de la DGR super armés, bien équipés, et là, ils saisissent les gars, ils disent non, mais ce sont nos collègues, c'est les gars de la guérite qui vendent, non, c'est nos collègues, on a vu Lucas Marankama, tout ça. Ah bon, ok, d'accord. Bon. Là, ils remontent maintenant l'information à Baraswaga. Baraswaga parle à l'oreille d'Oligui. Et Oligui dit à Baletiza, le commandant en chef de la GR, qui est aussi un gars de Ngoni aussi, puisque tous c'est maintenant Ngoni qui dirige. Les services spéciaux, c'est Ngoni. Le commandement chef de la GR, c'est Ngoni. Celui qui va remplacer Lucas Mar aussi, c'est Ngoni, c'est aussi le frère d'Oligui. Oui, c'est Ngoni aussi, oui. C'est la même chose. Je te dis que laisse les Tintins qui sont en train de danser là, ne savent pas dans quoi ils seront mangés, ils ne savent même pas de quoi est composé leur pays. Donc, quand les gars rentrent, maintenant ils rentrent là-bas, Baraswaga explique à Oligui donne un ordre verbal de suspendre Lucas Mar 45 jours, c'était un ordre verbal, c'était fait. Et puis, le lundi, à la levée de drapeau, parce que je crois que la levée de drapeau c'est lundi, vendredi, je crois que c'est lundi, hein, Lucas Mar se présente à la levée de drapeau, et puis on signale à Balekida qu'il est là. Il vient dire à Balekida lui explique, mais je t'ai suspendu, tu viens faire quoi là? Oh, mais non, rentre chez toi. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la décision de le remplacer. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a mort d'homme, pas mort d'homme, parce qu'il y a un parmi les blessés qui est dans une situation critique. Son pronostic vital est engagé. Donc là, il y a d'abord kidnapping. Après le kidnapping, il y a carrément des tirs nourris. Et il y a des blessés. Il y a le Chinois, il y a les agents de sécurité, les agents des services spéciaux de la GR qui sont blessés. Mais Lucas Mar n'a même pas fait une garde à vue. Il n'est même pas en prison. Il n'est même pas inquiété. C'est pas dit, il n'est même pas révoqué de la GR. On nous dit simplement qu'il est remplacé. Mais c'est quoi ce pays? Vous allez où comme ça? Et parce qu'il est tout simplement remplacé, que tu as des totos qui viennent en dessous des postes pour dire que non, on l'a enlevé, il va en stage. Il y en a qui veulent nous faire croire que ce qu'on dit là n'est pas la réalité. Non, il faut les laisser. Lucas Mar n'a jamais été sanctionné, qu'il est en train de partir en stage. Mais il a l'origine de la blessure des gens, parce que ceux qui doutent, les blessés sont à l'hôpital militaire. Vous pouvez aller les voir. Pour ceux qui doutent, je vous dis que les blessés de cette fusillade sont à l'hôpital militaire. Et je vous dis qu'il y a un qui est dans une situation critique, son pronostic vital est engagé. On ne sait même pas s'il va vivre. Donc, ceux qui sont en train de douter là, allez-y, regardez. Lucas Mar a entraîné tout ça. Mais il n'a même pas une garde à vue. Si vous allez voler un poulet, tout de suite, on va vous mettre en prison. Alors que Lucas Mar permet qu'on tire sur des gens et il n'est pas inquiété. C'est quoi ce pays? Les gens sont là, ils regardent ce qui se passe, c'est un spectacle. Je me suis dit, depuis le début, j'ai dit qu'Oligui va vous amener où, mon Dieu? Oligui c'est... Oh, pardon, je ne me poussais pas à dire des choses que je n'ai pas envie de dire. J'ai dit que donner le pays là, Oligui, il a deux choses qu'il aime, l'argent et les femmes. Je l'ai dit dès le début quand il a pris le pouvoir. Les gens ne m'ont pas cru. Chez lui là-bas, tous sont là, ce sont harem de femmes que vous voyez autour de lui là, qui nomment partout là. Ce sont harem de femmes. Vous voulez que je parle? Mais non, j'ai même pas envie de parler. Ces femmes qui viennent faire le malin devant première dame ne sont que des factotums. Les vrais, ils les trompent tous les jours, matin, midi et soir. Non, mais attendez, vous voulez que je vous dise? Non, il y a des choses, je n'ai même pas envie de parler parce que je suis au milieu je sais ce qui se passe là-bas dedans. La saleté qu'il y a dedans. Aller jusqu'à prendre des petites filles des lycées, aller les coucher pour des iPhones, de l'argent, tout ça. On les couche au 5e étage du palais présidentiel. Vous voulez que je parle aujourd'hui là? Mais attendez, c'est quoi ça? C'est quel pays comme ça? Oligui, lui, ce qu'il aime, c'est l'argent. Regardez un exemple. Je vais vous prendre simplement l'exemple. Les étudiants de l'USTM réclament leur bourse, des meilleures conditions de travail, d'apprentissage. Lui, il va inaugurer le parc d'attractions qu'il a. C'est pour lui le parc d'attractions là. Hein? C'est pour Oligui. C'est lui, c'est pour lui-même. Donc, c'est un prêtre nom. Les choses d'Oligui, tout ce qu'Oligui fait n'est jamais à son nom. Depuis qu'il vole sous Omar Bongo, tout ce qu'il fait n'est jamais à son nom. C'est toujours sous les prêtres noms, sous les différents noms de ces prêtres noms. Là où vous le voyez là, ces comptes ne sont pas au Gabon. L'argent qu'il prend au Gabon là, il envoie ça à l'étranger. Mais celui qui vous fait chanter l'hymne national, c'est celui qui vous fait lever le drapeau. Là où vous le voyez là, ces villas sont à l'étranger. Ces enfants des nationalités étrangères. Mais vous vous attendez à quoi?
C'est lui qui va me donner. Parfois, il vient là, il vous donne des notions, des trucs sur des notions de patriotisme. Mais j'ai envie de l'insulter. Moi, je n'insulte pas les gens. J'ai envie de bondir pour dire que mais lui, il fait dire quoi à qui? Vous ne connaissez pas Oligui? Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, approchez-vous de quelqu'un qui connaît Oligui, il va vous expliquer. Tous ceux qui sont là, tous ses amis, il les a nommés partout. Excepté moi. Moi, j'ai dit, moi, je ne participe pas à cette mascarade et je ne participerai pas à ça. J'ai expliqué aux gens que je suis tété. Depuis le début, soit Ali, je pouvais aller manger, je n'ai pas voulu. Soit Oligui, c'est mon ami. Plus grave encore, mais je ne suis pas parti, je suis là. Si j'ai à manger, tant mieux. Je n'ai pas à manger, tant mieux. Ma vie est comme ça et je suis tranquille. Je ne suis pas baigné dans quoi que ce soit. Je ne vois pas des entités. Je ne suis pas dans une secte. Je ne suis pas dans une loge. Je suis naturel et je suis comme ça. La souffrance fait partie de ma vie et c'est comme ça. Ma grand-mère, avant de mourir, m'avait expliqué que la pauvreté n'est pas une maladie et j'ai inséré ça dans ma tête. Je suis pauvre, c'est pas grave, mais je suis riche avec ce que j'ai. Mais je ne comprends pas comment des Gabonais peuvent prendre un pays, donner à Oligui. Oligui n'a pas fait de coup d'État. Je vous explique ça depuis longtemps. Il n'a pas fait de coup d'État. C'est un mensonge, un grossier mensonge. Un jour, vous bientôt me dire que j'avais raison. Oligui, on a envoyé des sociologues étrangers, notamment occidentaux, venir étudier votre sociologie et ils avaient compris qu'on ne voulait plus de Bongo. Et il fallait maintenant trouver quelqu'un dans le cercle familial qui allait remplacer Ali. Et Ali était malade. Le seul problème, le seul frein du changement d'Ali, c'était Sylvia et son fils, qui ne voulaient pas qui ne voulaient pas perdre ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'ils se sont entêtés. Mais tout était déjà prêt pour qu'on change de régime. Pas de régime, pour qu'on change de personne. La preuve, quelqu'un, soi-disant, fait le coup d'État, reprend encore toutes les têtes qui étaient là, on n'en voulait plus, etc. Ali Bongo. Et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Ali Bongo touche sa pension de président de la République? Est-ce que vous le savez? Mais les gens sont là, ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Tout ça là, rien n'a changé, ce sont les mêmes. On vous a juste mis Oligui. C'est comme une équipe, on change juste l'attaquant, l'équipe reste la même et vous dites que l'équipe a changé. C'est la même chose. Oligui n'a pas fait de coup d'État. Il fallait maintenant qu'on trouve quelqu'un dans le système pour remplacer Ali. Il y avait des noms qui étaient donnés, dont celui d'Oyima, dont celui d'Abeke. Il y avait tellement de noms. Mais à un moment donné, arrive la parodie d'élection présidentielle de 2023. Et là, nos frères du Nord commencent à se dire, c'est notre heure, c'est nous qui devons sortir, c'est nous qui devons diriger. Et là, ils s'asseyent, ils se disent, mais attendez, là, nous faut quelqu'un qui contente à la fois le Wellington et qui contente à la fois le Haut-Togo. Mais qui on a chez nous, dans nos rangs, qui peut jouer ce rôle? Eh bien, c'est Oligui. C'est comme ça qu'ils ont choisi Oligui par défaut. C'est pour ça que je dis président par défaut. Mais comment les Gabonais peuvent se laisser... Non. Tout ce qui intéresse Oligui, c'est l'argent. Si vous voyez Oligui inaugurer quelque chose, c'est que l'argent. Même l'histoire des ordinateurs. C'est-à-dire, c'est des ordinateurs achetés à vil prix en Chine. Peut-être quoi? Peut-être 30 000, 40 000. Mais on va surfacturer ça à l'État. Là où vous voyez Oligui, sachez qu'il y a l'argent. Les enfants font grève là, vous ne verrez pas Oligui. Si vous le voyez là-bas, ça veut dire qu'on va encore sortir l'argent, surfacturer l'État pour faire quoi que ce soit, quelque chose là-bas. Oligui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. C'est l'argent. Je dis bien c'est l'argent. Il a pour but d'être parmi les milliardaires de ce monde. C'est ce qu'il a dans la tête. Arrêtez de penser qu'il est venu pour vous sauver. Arrêtez de penser qu'il est venu construire un pays. Tout ce qu'il construit là, c'est pas lui. Ce sont des investisseurs étrangers qui auront un retour sur l'investissement. Les cités émeraudes, tout ça. Regardez les parties cassées Plénoriti. Je vous ai dit que c'était pour la spéculation immobilière. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien construit. On est juste en train de penser qu'est-ce qu'on va construire là-dessus. Parce qu'il est en train de donner des terrains à ses amis, à ses prête-noms. Mais les Gabonais vont comprendre quand. On va construire vos maisons, vous dites oui, c'est pour le développement du pays. Qui va développer votre pays? Oligui? Non, il faut être sérieux à un moment donné. Il faut vraiment être sérieux. Il faut être sérieux. On ne peut pas être comme ça, on ne peut pas mener un pays comme ça. Vous vous attendez à quel changement? Je vous prends un défi, je vous mets au défi aujourd'hui. On en reparle dès 2026-2027. Vous me direz ce qui a changé au Gabon, ce qu'Oligui a développé. Même la GR, on lui a donné l'argent pour, pendant l'élection présidentielle 2016, Sylvia lui a donné l'argent pour corrompre les agents de la GR pour qu'ils puissent être de leur côté. Où est cet argent-là? Ils sont allés arrêter l'argent que Massassa, qui aujourd'hui est porté disparu, ses comptes, tout ça, Yann Goulou, tout ça, leurs comptes, les Black Boys, tout ce qu'ils ont versé, l'autre, comment il s'appelle, princesse, dis-moi son nom, Gambia avant de sortir de prison, il a versé de l'argent. Sylvia avant de partir, ils ont vidé tous les comptes de Sylvia et de son fils. L'argent est où? Quand est-ce qu'Oligui est venu à la télé pour vous expliquer que j'ai pris tant? Voilà, c'est pour vous, je vous restitue ça. Pourtant, Sylvia a laissé un avion.
des appartements, des maisons, des véhicules, de l'or même, et plusieurs comptes qui ont été vidés. Mais est-ce qu'ils nous ont fait un bilan de tout ça? Est-ce qu'ils nous ont fait un bilan de tout ça? Non. On vous affame, on vous donne ils savent, c'est le même système, ce sont les mêmes gens. Il faut les affamer et dès qu'on a une petite opportunité, on leur dit, donne 10 000, 20 000 et puis ça suffit. Et c'est comme ça que vit le Gabonais. La pauvreté au Gabon est entretenue. Vous parlez au Ligui des logements sociaux, lui il va vous parler de la taxe foncière. Voilà, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. On parle de la taxe des logements sociaux. Construire les logements sociaux, non, il va d'abord mettre la taxe foncière. On lui dit, les enfants n'ont pas, à l'USTM n'ont pas si, il va inaugurer son parc d'attraction. Je peux vous donner des tas d'exemples comme ça. Quand vous voyez un Ligui, c'est qu'il y a l'argent. C'est tout ce qui l'intéresse, l'argent. Et il a toujours eu cet amour de l'argent depuis Omar Bongo. Parce que sous Omar Bongo demandait 1 milliard, ils allaient en sortir 5. Il gardait les 4 et il donnait au Omar Bongo le milliard qu'il demandait. Quand Omar Bongo vous recevait, il vous donnait 100 €. Eux, ils mangeaient, ils gardaient les 80 €, ils vous donnaient simplement 20 €. C'est comme ça qu'ils ont bâti leur fortune. Ce sont des... Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis fatigué de parler de ce pays-là. Ce sont des perfides trompeurs. Il ne peut pas... Le serpent ne peut, a juste changé de peau, mais son venin reste. C'est le même, ce sont les mêmes choses. Comment vous pouvez croire à Oligui? Je vous donne, je mets à quiconque au défi, je vous donne 1 an, 2 ans. Soyez honnête, venez juste dire que c'est vous qui avez raison. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande rien d'autre. Venez juste dire que Princesse, Adjatis, le Phénix, Moulenda, je ne sais qui, venez leur dire que vous aviez raison. Quand Oligui a pris le pouvoir, je fais partie de ceux qui avaient commencé à dire que le réveil sera brutal. Et je me souviens, j'avais monté cette classe-là, j'étais avec un ami. J'avais dit que le réveil sera brutal parce que je connais l'homme, je connais qui il est. Oligui me connaît très bien, il connaît qui Adjatis. Ce n'est pas le truc que vous racontez. On s'est vu, on a mangé, on a même bu ensemble. Hein, Princesse, tu te souviens de l'histoire de mon vin, l'autre vin qui me doit, non? Voilà. Donc, quand je vois les gens s'agiter, je dis, mais parfois je dors, j'ai des frayeurs. Je dis, mais vous avez donné le pays à Oligui. Mais c'est un véritable danger. Il va diriger quoi? Déjà, aujourd'hui, ce n'est pas lui qui dirige. Je finis par là et je vais chuter. Regardez son oncle. Henri-Claude Oyima, c'est son oncle. C'est le frère de sa mère. Henri-Claude Oyima est ministre, il a 5 directions. Donc, il est ministre d'État, ministre de la dette, ministre de l'économie, des finances, de la dette, de la vie chère, de quoi 5 du budget. Ça fait, il a 5 directions. En plus d'être ministre d'État. Tenez-vous bien. Ça, c'est rien du tout. Henri-Claude Oyima est encore PDG de la BGFI, de la holding, BGFI Holding SA. Henri-Claude Oyima est PCA de la BVMAC, la Banque de valeurs immobilières d'Afrique centrale. Tout ça, c'est seulement pour un ministre. La bourse des valeurs, pardon, la bourse, excuse-moi, des valeurs immobilières. Tout ça, c'est seulement pour un individu. Mais il se concentre sur son ministère à quel moment. Même si tu es intelligent, tu vas gérer tout ça comment. Et ce n'est pas tout. Maintenant, je vous donne la d'autre. Ministre de l'économie, ministre des finances, un super ministre. Ses bureaux sont là où il a gardé son bureau de là où il était PDG de la BGFI Holding. C'est là-bas où sont les bureaux de notre ministre, notre super ministre de l'économie, des finances, de la dette et tout. Ces bureaux sont à BGFI. Mais attendez les gars, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Et c'est comme ça que vous pensez qu'on va développer notre pays. Et c'est comme ça que vous pensez que notre pays va avancer. Et c'est comme ça que vous pensez que le Gabon va rejoindre le concert des grandes nations de ce monde. Mais vous rigolez, j'espère. En tout cas, j'ai fini. Moi, je vous laisse. Sauf si vous avez une question, je peux répondre. Hein. Il y a le général du MAPAN qui est là. On va lui donner la parole. Ouais, moi je ne discute pas avec les gens comme ça. Allez, général, vous avez la parole. Le micro est fermé. On va un peu entendre. J'ai vu Bungu Pins passer là. Bungu Pins a disparu. Il apparaît seulement comme le fantôme. Le général, est-ce qu'il sait même qu'il est monté là? Ils ont fui, hein. Tous les vous-vous-zéleurs d'Oligui là, tous les anciens activistes de la France qui sont rentrés au Gabon là, vous les entendez encore parler? Ça a cuit. Et même ils sont là, ils n'ont plus d'arguments pour venir discuter de quoi que ce soit. Venez nous parler du film d'action que Luc Amar a tourné à Libreville là-bas. Venez un peu nous parler de ça. Venez nous parler de l'organisation des élections législatives.
Vous qui avez dit que, oh non, on a changé, machin, le Gabon a changé là. Coligué est venu libérer le Gabon. Hein? Le terreau en chef, Stéphane Zeng, il est où? Il a disparu de la circulation. Venez un peu parler, on bavarder encore un peu avec nous ici là. Hein? Bon, le général du Mapan ne fait pas parler. D'abord, lui, on l'a fait le coup d'État. Lui, Sami Bouka a fait le coup d'État au général du Mapan. Donc, il ne peut plus parler. Son micro est coupé. Je ne sais même pas si c'est qu'il est... C'est terrible. Ok, allons-y. Je crois que c'est Mwanga qui était là avant, Léo. Honorable député. Mwanga, tu as la parole. Non, mais l'honorable peut prendre d'abord la parole. Hein. Ok, allez-y, honorable. Ah, bonjour à tous. Mais c'est juste déjà ajouter à la suite de ce qu'a dit Thibaut. Le plus dangereux dans le poste d'OIMA, c'est même pas le cumul de fonctions. C'est surtout les conflits d'intérêts qui peuvent en être. Parce que BGFI est une banque commerciale. Elle est là pour faire des bénéfices. Elle va vous prêter son argent et derrière, elle va fixer des taux d'intérêt. Comme nous sommes dans une économie libérale, elle peut décider de fixer les taux d'intérêt qu'elle veut. Si elle dit que c'est 50 ou 60%, ben c'est elle qui décide. Et derrière, comme c'est aussi lui qui engage l'État dans les emprunts, bah, s'il dit que c'est 50%, c'est aussi lui qui va décider que l'État emprunte ou pas. Donc c'est là le danger en fait. C'est-à-dire que votre argent va servir d'enrichir une banque pour laquelle le mec est actionnaire et PDG. Et en même temps, il va trouver lui-même le client qui est lui-même, parce que c'est à lui que revient la responsabilité d'engager l'État. Et vous comprenez que c'est juste une farce en fait. Ça ne peut pas exister dans un pays normal, si ce n'est dans la jungle qui nous a offert à coup de libération des PDGistes. C'est ça le plus dangereux. Donc, il peut avoir cumulé tous ses postes s'il le veut, mais si les choses étaient un temps soit peu bien faites, on pourrait dormir tranquille, parce qu'on se dit, bon, il y a un patriote à la tête, et donc il fait ce qu'il peut pour redresser l'économie. Ça aurait même pu arranger en termes de facilité d'emprunt pour l'État. Mais quand on sait la nature des gens qui nous dirigent, on ne peut que pleurer en fait, parce que ça risque pas d'être à l'avantage du Gabon. La preuve, quand vous repartez à la dette, Ali est parti avec ses mauvais gestionnaires, la dette était autour de 56%. En 14 ans, voilà ce que lui nous a accordé. Encore que les 56% ne sont pas que le fruit des 14 ans de gestion d'Ali. Parce qu'avant, il y avait Bongo. Donc la dette n'est pas née avec Ali. En 14 ans, lui, il a mené la dette autour de 56%. Mais Oligui, en 2 ans, il est déjà à 26%. C'est-à-dire que si on laisse les 14 ans d'Ali, il va nous amener autour de 180% ou 186% d'endettement. C'est vous dire qu'en 2 ans, ce qu'il a déjà fait, c'est déjà trop. En 2 ans, il est déjà à 26%, imaginez un peu. Sachant qu'Ali n'a pas créé la dette. Il est venu juste l'amplifier et encore que lui est resté en dessous du seuil autorisé par la sous-région. Donc, ceux qui voulaient faire d'Ali le coupable parfait de l'État des finances du pays, en justifiant le coup d'État en disant que c'est Ali, et donc ceux qui étaient sous Ali, notamment Billy Binze, ne peuvent plus parler parce que c'est le fruit de leur incompétence. Je veux les entendre aussi actuellement. C'est-à-dire qu'en 2 années, le mec a fait 26% des dettes. Alors qu'il était censé nous amener la stabilité. Ah, il faut dire une relance économique. Il faut dire plus 26, hein, parce qu'ils vont comprendre qu'on est à 26%. Hein. Ouais, plus 26% de dettes. Donc, imaginez si on laisse 7 ans, il va faire le quadruple de ce qu'Ali a fait en 14 ans. C'est vous dire le danger que c'est en fait. Et là, j'aimerais entendre tous les grands spécialistes, et vous êtes là, du coup de libération, venir nous sortir les éléments là-dessus et venir justifier ça. Parce que, le chômage n'a pas bougé. Mais Giovanni, pour quel résultat en fait? Plus 26 ou 30% de dette là, depuis 2 ans qu'Oligui est là. Pour quel résultat? Il y a quel grand investissement qu'on a vu arriver au Gabon? Il y a quel grand développement qu'on a vu arriver au Gabon? On a vu des routes bétonnées, surfacturées. C'est-à-dire que 1 kilomètre de route, on nous a facturé à 200 millions. Alors qu'en réalité, non. Je dis quoi, 200 millions? Près des milliards. 800 millions à l'époque d'Aurélien Nguema, Minsami Nguema. Il a fait des surfacturations. Une route bétonnée qui avait en réalité une valeur de 200 millions. Il nous a emmené ça à 8 millions. Et on vous dit comme ça, par exemple, sur 10 kilomètres.
En dehors des quelques routes bétonnées qui sont en train de se dégrader aujourd'hui, quel est l'investissement qu'on a vu depuis qu'Oligui est là? Les bâtiments qui sont là, mais c'est pas lui. Thibaut vous a expliqué. Qu'est-ce qu'il a fait de l'argent qu'il a pris depuis qu'il est arrivé? Qu'on nous explique même d'abord comment ils ont reparti le budget de l'État entre 2023 et 2025. Attendez, on parle quand même de 4 000 milliards fois 2 entre 2023 et 2025. Et aujourd'hui, on parle de 2025-2026, 7 000 milliards. Pour quel résultat? Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Les universités sont dans un état, je ne sais pas. Pour quel résultat? Alta, la précision, sont les projections 2027 qui sont à 4,26%. Mais pour à l'état actuel, on est autour de 82% de la dette à l'heure actuelle. Mais en 2027, effectivement, les projections annoncent 87%. Excuse-moi, mon cher. En fait, il masque même les chiffres. Il y a une partie même de la dette qui n'affiche pas. En fait, il cache certains chiffres. Exactement. Il donne juste des chiffres que vous voulez écouter. Mais sinon, la situation est beaucoup plus alarmante. Vous avez vu, ils ont mis 7 000 milliards de budget. Ils ont mis 7 000 milliards de budget. Mais là, c'est pas... Oui. Mais là, ce ne sont même... Mais ils ont corrigé après les critiques. Et d'ailleurs, Billy Binzi a fait un exposé là-dessus. Mais là, ce ne sont pas leurs chiffres à eux. Et d'ailleurs, même les instances des Blood aussi ont dit que c'était pas réaliste. Comme c'est les économistes. Il y a la réalité. Il y a la réalité. Même les chiffres qu'ils donnent ne sont pas réalistes, nous sommes d'accord. Mais il y a encore d'autres chiffres qu'ils ont cachés. Parce que Oligui, lui, je vous ai dit que Oligui n'a qu'une seule envie dans ce monde. Être parmi les milliardaires de ce monde. C'est son seul souci. Le reste ne l'intéresse pas. Lui, c'est être parmi les milliardaires de ce monde où on compte en dollars. Comment tu vas comprendre? L'État fait tout pour donner... Je vais juste te donner un autre exemple. L'État fait tout pour mettre à l'aise le président de la République. Ali Bongo avait porté le salaire du président de la République de quelques millions à 200 millions. C'était le salaire d'Ali Bongo. 200 millions de francs CFA. Oligui est arrivé au pouvoir, pas moi, hein? Je dis bien pas moi. Oligui est arrivé au pouvoir, il n'a pas abrogé le décret qui augmente le salaire du président de la République à 200 millions. Ça signifie que Oligui continue à toucher les 200 millions. Et pas que. Il y a les fonds de souveraineté du président de la République qui s'élèvent, tenez-vous bien, à 250 milliards de francs CFA par an. Je ne dis pas 250 millions, j'ai dit 250 milliards de francs CFA par an. 250 milliards. Mais le budget de plusieurs ministères réunis. Mon frère, avec tout ça, comment on va encore se mettre à voler? Et sachant que les fonds de souveraineté là, sachant que ces fonds de souveraineté là, c'est pas des rubriques genre pour construire les écoles, pour construire les routes, pour construire. Non, c'est de l'argent qu'on met comme ça à sa disposition pour en faire ce qu'il veut, l'orientation qu'il veut quand il veut. Exactement, puisque pour en faire ce qu'il veut, parce qu'il y a déjà le budget de la présidence. Et il y a le budget de la présidence qui est là. Donc il n'a pas besoin, on ne va pas dire que c'est pour payer les cérémonies, les machins. Non, c'est ça. Quand je dis ici, là, je l'ai dit ici, je le redis encore, les ministres sont super bien payés. Sur la fiche de paye, je vais vous prendre un exemple. Sur la fiche de paye, je ne cesse de le répéter. Un ministre sur la fiche de paye, un ministre simple, je crois, c'est 3 millions. Sur la fiche de paye, vous allez voir 3 millions. Mais derrière, il touche des fonds de souveraineté de 30 millions. Les ministres d'État, ils touchent 40 millions, mais il a les fonds de souveraineté. Le ministre d'État, il touche 4 millions 5 par là. Et il a des fonds de souveraineté entre 3 millions et 4 millions 5. Quelque chose comme ça. Entre 3, 5 et 4 millions 4. Il touche ça et il a les fonds de souveraineté le ministre d'État de 40 millions. Le Premier ministre a des fonds de souveraineté de 100 millions. Je dis par mois, par mois. Mais tout ça, c'est quoi? Il y a des Gabonais, il y a des gens qui dorment à la rue, qui n'ont pas organisé. Tout ça, c'est pourquoi? Et tu as des gens qui supportent ces gens-là, et tu as des gens qui viennent raconter n'importe quoi. Mais je dois dire souvent, quand le ministre touche ses fonds de souveraineté de 30 ou 40 millions, il vous donne. Et ça, mais Thibaut, plus grave, tu as des gens, mais Thibaut, plus grave, tu as des gens qui sont à la main d'œuvre non permanente à la fonction publique, qui assurent l'État, le service public quotidiennement et qui ont 10 ans, 15 ans, parce qu'il n'y a pas de poste budgétaire. Alors que leur salaire pour chacun ne valent pas 500 000. On ne peut pas affecter cet argent vers ces gens. Déjà, et tu as des gens qui ont des fonds de souveraineté comme ça. Déjà, l'Assemblée nationale devait statuer pour supprimer, pour réduire les fonds communs du président de la République, les fonds de souveraineté du président de la République. 250 millions par an, c'est trop. C'est trop.
Mais même le salaire. Même le salaire. Mais n'est-ce pas, il avait dit qu'il renonçait à son salaire de président de la C'était République. pendant la transition. Non, Pendant la écoute, transition est finie. si un truc, je te dis que ce type est un mythomane de la pire espèce. Il ment, c'est pour ça que je l'ai baptisé Ligindema menteur. Il ment comme il respire. Je ne l'ai pas connu comme ça, hein. C'était quelqu'un de calme. Je ne sais pas d'où il vient le mensonge là ces derniers temps. Il vous a dit qu'il a payé la dette, on a vu des édoués faire des panels ici, il a payé la dette à moins de 6 mois. Aujourd'hui, on est où? Il est parti à prendre à Salah. Et il faut savoir une chose, à Salah qui sont allés prendre, ce sont tous les actionnaires. Les gens sont venus, oh, enfin, le Gabon va gérer son propre pétrole. Je te dis que je n'ai jamais vu un peuple de Dungué comme les Gabonais. Le peuple Gabon va gérer lui-même son propre pétrole. Oui. Aujourd'hui, on suis. Moi, je lui disais toujours une chose, pour bien juste la liste des actionnaires d'Assala, c'est tout. Non, mais c'est-à-dire, c'est un peuple, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on nous a maudits, si on nous a mangés, je ne sais pas. Et ils ont eu raison de détruire l'école, parce qu'ils savent que s'ils mettent l'école, s'ils mettent un système éducatif beaucoup plus moderne, les Gabonais vont ouvrir les yeux, et ce sera mauvais pour leur pouvoir. Donc, ils n'ont aucun intérêt. Il vaut mieux que les étudiants de l'USTM réclament comme ça. Regarde, par exemple, là, les étudiants, combien de mois sans bourse? 11 mois, j'ai entendu là tout à l'heure, ils ont 11 mois sans bourse. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient vous donner l'ordinateur. Et là, ça leur permet de se distraire, donc ils vont oublier pendant quelques mois leur bourse. Tu as ta bourse qui peut te permettre d'acheter un ordinateur. Si on te fait le rappel, tu achètes un ordinateur. L'ordinateur aujourd'hui, c'est quoi? C'est 150 €, 100 €. Tu sais quoi, ça? C'est rien du tout. Mais à l'époque même sous Ali, les étudiants, ils avaient la bourse, comment on appelle ça, la bourse scolaire là. Par mois, c'était dans les trucs, les 80 000 ou 60, je sais plus trop, 80 000 par là. Et puis à la rentrée scolaire, ils avaient une bourse qui s'appelait le gros lot. Et quand le gros lot là arrivait, c'était dans les 500, 600, 700, 800 000. Oui, princesse, comment tu vas te rendre compte un peuple français avec 66 millions d'habitants? Les enfants au primaire ont leur bourse. Au secondaire, ils ont leur bourse. Nous ne sommes qu'un petit million. Le président de la République, si seulement le président de la République diminuait ce fonds de souveraineté, je crois que les enfants allaient avoir les bourses, on aurait même avoir une augmentation de bourses. Donc, si on a la bourse de la rentrée scolaire, permettez-moi un instant, si on a la bourse de la rentrée scolaire, qui était aux alentours de 300, 500, 600 000, il y en a même qui allaient jusqu'à 900 000. Parce que moi, j'ai mon frère qui était à l'UOB. C'est le trousseau, on appelle ça le trousseau scolaire. Voilà, la rentrée scolaire. Si tu as 900 000 de bourse de rentrée scolaire, par exemple, mais avec 900 000, tu peux t'acheter ton ordinateur de 300 000 ou 200 000. Mais justement, on a besoin de jouer au mendiant pour ça. Mais regarde même, les ordinateurs qui sont à l'âge à Ville en Chine, pour que ce soit le président de la République qui puisse venir remettre ça. Mais regarde un peu. Mais attends, Thibaut, excuse-moi, moi je vais même revenir sur cette histoire d'ordinateur là. Vous allez enquêter, vous allez vous rendre compte que l'entreprise même à qui on a donné le marché pour prendre les ordinateurs, c'est eux-mêmes qui ont créé ça de toutes pièces. Ils vont surfacturer 1 million l'ordinateur, 10 000 ordinateurs, ça fait 10 milliards. Et eux-mêmes, ils vont se payer avec l'argent de l'État pour ces ordinateurs-là. C'est une frappe. Leur objectif, ce n'est même pas d'équiper les étudiants. Tu vois, quel est l'intérêt d'équiper des étudiants? Vous n'êtes même pas capable de construire des bibliothèques ou des médiathèques correctement équipées. Vous pensez qu'ils se soucient des étudiants? Tu te soucies des étudiants, des étudiants qui ne sont même pas logés. Le but, c'est d'organiser une frappe. Quand tu vas fouiller, tu vas te rendre compte que les noms qui vont sortir, parce que j'ai même vu un activiste de la faim là, qui expliquait comment faire rendez-vous à tel endroit. J'ai vu encore les mêmes têtes. Quand tu vas fouiller là, tu vas aller comprendre que l'idée là vient de quelqu'un. C'est une frappe financière. Il faut aller c'est une frappe financière. Il y a qui est dans le bruit là? Attends, tu es dans le bruit. Il faut aller à la base de ce programme là pour avoir une idée de qui a organisé cette frappe. C'est l'innovation. Hein. Vous avez une direction qu'on appelle Centre Gabonais de l'innovation là. Et vous avez des anciens activistes qui sont à la direction de cette structure-là. Donc, c'est des frappes organisées comme ça. On veut faire perdre aux gens de l'argent. On veut faire perdre je ne sais pas de quoi aux gens. Ce sont les mêmes qui ont fait un Gabonais un ballot, non? Vous vous rappelez? Qui a fait un Gabonais un ballot? Rappelez-vous. Trouvez qui a fait un Gabonais un ballot et vous allez comprendre. Je m'arrête là. Mais encore, le ridicule dans tout ça, c'est parce qu'on veut toujours associer l'image du président de la République derrière. Et le plus grave, c'est qu'on veut bien comprendre le but derrière. Un jeune ordinateur ou un étudiant un ordinateur. Allons à la base. Là encore, c'est une question de chariot avant les bœufs. Quand l'enfant a fait du primaire
jusqu'à l'université, il ne sait pas comment on utilise un ordinateur. Quand l'essentiel de ce que vous distillez comme programme éducatif, votre système éducatif ne fait pas une part belle aux nouvelles technologies. Tout ce que vous donnez, ce sont les formats papier, même dans l'administration. Bon, quand vous leur donnez des ordinateurs, c'est pour en faire quel usage exactement? Ces ordinateurs vont servir de quoi? Je veux comprendre, en fait, c'est quoi la logique derrière? C'est quoi l'objectif à atteindre? C'est quoi la pertinence du projet? En quoi c'est urgent? Quand on sait que il nous faut d'abord passer par une refondation du système éducatif et les moyens, les outils pédagogiques utilisés pour en arriver là. Mais comme vous voyez les choses chez les autres, vous venez vous transposer et il n'y a aucun but logique derrière. Rien du tout. C'est quoi la logique? Quelle en était l'urgence? Et qu'est-ce qu'on va atteindre comme objectif? À part faire de la communication, la saturation de communication et tout. Il y a quoi derrière? Parce qu'on ne sait plus quoi créer, on ne sait plus quoi vendre aux gens. Il faut donner l'impression qu'on travaille et que tout ce qu'on fait est fait dans l'intérêt du peuple. Mais quand on va regarder les fondamentaux de toutes ces initiatives-là, on se rend bien compte que ce sont des effets d'annonce simplement pour donner l'impression qu'on travaille, mais surtout pour justifier les sorties d'argent public. Mais au fond, il y a aucun problème de fond qu'on veut résoudre. Il n'y a aucun problème de fond qu'on veut résoudre. Mais il faut comprendre. On a commencé par du populisme avec des allégories, c'est-à-dire que des histoires montées de toutes pièces. Et c'est tout ce qu'on peut proposer aux Gabonais. Des fables, du populisme. Parce que ça, c'est du populisme. Hein? Pendant qu'on est en train de parler des questions sérieuses concernant la démocratie de notre pays, hein? Allez-y regarder comment a été organisées les élections législatives. C'est un fiasco total. C'est une confiscation de notre démocratie. Pendant qu'on est sur les sujets de l'organisation des élections législatives, on nous sort la roue de manège d'Oligui. On nous sort un Gabonais, un étudiant, un ordinateur. Pour détourner tout simplement, pour nous détourner des sujets sérieux. Et allez-y, faites un tour sur les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte que pratiquement tous les Gabonais, ils sont là-dessus. Oh oui, le président, il a pensé à nous, les ordinateurs. Tu vois des gens qui font des débats. Non, je n'ai pas reçu l'ordinateur. Pourquoi on donne seulement à ceux qui ont obtenu 12 de moyenne au bac? On nourrit des débats futiles. Alors qu'il y a un vrai débat qui est là. Les législatives. Plutôt que de se concentrer sur ça, moi je viens d'apprendre que ici en France, sur le deuxième siège de la diaspora là, le bureau de Rennes, il avait été annulé. Mais malgré qu'il a été annulé, ils l'ont validé. On devait repasser le bureau de Rennes samedi passé là-bas, parce que le bureau, comme je disais, a été annulé. Le grand frère Aimé Victor avait, il a fait en sorte qu'on annule le bureau parce qu'il y avait trop de tricherie, il y avait trop d'irrégularités, donc le bureau a été annulé. Il était question que le samedi dernier, on reparte au bureau de vote pour valider ce bureau-là. Tout simplement, ils ne sont pas venus. Aucun membre de la commission électorale n'est arrivé là-bas. Donc, il n'y a pas eu de vote. Donc, on est suspendu et puis on s'est dit que, écoutez, on va observer pour voir ce qu'ils vont faire. Là, ils nous sortent l'élection avec deux tickets de 2 candidats. Cyril Honard et puis le candidat de l'UDB là. Alors qu'en amont, il y a un problème à régler. Vous ne pouvez pas valider une élection avec un bureau de vote qui a été contesté, qui a même été annulé. Vous n'avez pas refait le bureau de vote. Vous n'êtes pas reparti dans le bureau. Mais vous avez quand même validé. Mais c'est une folie en fait. Voilà des débats qu'on devrait avoir aujourd'hui. Qui sont ceux qui vont à l'Assemblée nationale pour défendre les Gabonais? Des gens qui viennent à la télévision dire qu'ils veulent être députés pour soutenir l'action du président? Est-ce que c'est ça le rôle d'un député? Voilà les vrais débats. On nous amène sur un étudiant, un ordinateur. Et même là encore, on veut nous faire passer à côté des sujets fondamentaux. Les conditions d'apprentissage de nos étudiants. Et je disais en début de live que les étudiants de l'USTM aujourd'hui, ils sont 20 couchés dans une chambre de 20 mètres carrés. Est-ce que c'est sérieux? Dans un pays pétrolier, dans un pays soi-disant où coule le lait. Oligui a dit ça. Il a dit que le Gabon, c'est un pays laiteux, où coule le lait. Mais on arrive quand même à voir même sous Ali Bongo, allez-y dire que je soutiens Ali Bongo. Sous Ali Bongo, on n'a pas vu les étudiants 20 dans une chambre. Aujourd'hui, la France dit que désormais, ils coupent les APL,
l'aide au logement à tout étudiant qui n'est pas français. Tous les étrangers, les étudiants qui viennent de l'extérieur là pour apprendre ici en France, là, la France dit qu'ils ne bénéficient plus d'APL parce qu'ils n'en ont pas le droit. À partir de ce moment-là, si on a un État responsable, l'État devrait pouvoir prendre le relais. Mais on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'il y a des étudiants en diaspora qui sont mis hors de leur logement d'étudiants. Il y a des étudiants qui sont mis à la rue parce que l'État gabonais n'a pas finalisé le paiement des inscriptions. Il y a des Gabonais à l'USTM, à Francine, une maman qui fait partir son enfant de Libreville, elle dit comme ça, va à l'école. Et l'enfant est dans le train, l'enfant ne sait pas où elle va aller habiter. Donc l'enfant arrive à la gare de Franceville, elle est là perdue, une enfant de 17 ans. Parce que nous avons un État voyou, un État irresponsable. Et on est là, on nous amène sur le sujet d'un étudiant, mais franchement, pour démarrer l'ordinateur, vous démarrez l'ordinateur avec quoi? Avec les pipis? Parce que pour démarrer un ordinateur, il faut bien de l'énergie, une source d'énergie, alors qu'au Gabon, en ce moment, dans la journée, vous avez au moins 5 coupures d'électricité. Vous faites fonctionner l'ordinateur comment? Quand tu ouvres l'ordinateur, il faut un support pour étudier, il faut une leçon, non? Mais qui vous donne les leçons? Quand les enseignants ne sont pas payés, parce qu'ils sont au moins déjà à 5 mois d'impayés, ils ne perçoivent pas leur salaire. Que ce soit les professeurs attitrés ou les vacataires, ils ne perçoivent pas leur salaire. On vous donne les ordinateurs, pourquoi? La charrue avant les bœufs. Au lieu de commencer à régler les problèmes qu'il faut régler, on a un problème d'ordre de priorité dans ce pays. Et tout ça pourquoi? Parce que ils sont venus avec des fables, ils sont venus avec les émotions, ils ont expliqué aux Gabonais que non, vous nous voyez là, non, nous, Manfumbi, avec sa courte taille, on dirait I. Qui vient dire aux Gabonais que nous avons fait le sacrifice ultime au prix de notre vie. Quelle vie? Toi, tu es là, tu es en train de bomber, tu es en train de grossir, tu es en train de t'enfler, pendant que les Gabonais meurent de faim. Pendant que les étudiants n'ont même pas d'enseignants. Est-ce qu'on peut parler d'études s'il n'y a pas d'enseignants? On peut parler d'un étudiant s'il n'y a pas l'enseignant. Vous donnez les ordinateurs, mais il y a des écoles dans ce pays où il n'y a même pas la craie. Quand je parle de craie, je n'imagine même pas le tableau. Parce que pour avoir la craie, il faudrait qu'il y ait un tableau. Il n'y a pas de table-banc dans les établissements au Gabon. Il n'y a pas de table-banc. Vous prenez les ordinateurs, vous donnez aux étudiants pour aller s'asseoir où? Vous donnez à l'étudiant un ordinateur, il n'a pas de chambre universitaire. Il prend l'ordinateur, il le pose où pour commencer à étudier? C'est-à-dire que dans la chambre, il n'a pas de chambre. Donc, il ne faut même pas parler de tout ce qui peut être dans la chambre pour permettre qu'il installe son ordinateur. Dans les établissements, est-ce que quand on parle de l'USTM, moi, avant de venir, ma mère était secrétaire à l'USTM. Hein. Quand je parle de l'USTM, je sais exactement de quoi je parle. Hein. Est-ce que vous savez dans quel état l'USTM se trouve aujourd'hui? La dernière fois que j'étais là-bas, en 2019, avant de venir au Gabon, mais c'est incroyable. L'état dans lequel l'université se trouve, vous partez, j'ai visité